Regardons bien ce graphique en H4 sur le DXY. Alors, à première vue, on a des mouvements. On a d'abord des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, un mouvement baissier. Puis, on a un changement de tendance. On a plutôt ici un mouvement haussier caractérisé par un sommet plus haut que le sommet précédent et par un potentiel creux plus haut que le creux précédent. À ce stade, on pourrait penser que le marché est en train de repartir à la hausse. Le problème, c'est que cette lecture, elle est incomplète. Parce que si on prend un peu de recul, si on change de perspective, le marché raconte une toute autre histoire. Et dans cette vidéo, dans cette analyse, on va commencer d'abord en H4, puis on va remonter progressivement pour voir ce que le marché cache réellement et comment on peut construire des scénarios beaucoup plus solides sur le DXY. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les scénarios que je vais présenter. Alors, en H4, comme je le disais tantôt, on a un marché qui fait d'abord des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et ensuite, on a un changement de ton, de tendance. On a maintenant un marché qui fait des sommets et des creux de plus en plus hauts. Maintenant, regardons le marché avec un peu plus de recul. C'est-à-dire, on passe en journalier. Okay. Bien. En journalier, effectivement, on a une tendance haussière caractérisée par des sommets et des creux de plus en plus hauts. Ensuite, si on regarde les deux derniers sommets avec le RSI, on voit bien une divergence RSI. Donc, une divergence, c'est un ralentissement de mouvement. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a fait une impulsion, 2, 3, 4 impulsions. Donc, c'est quand même un mouvement qui est vieux, qui a commencé depuis un bon moment. Et donc, qui a plus de chances de s'arrêter. C'est qu'on a plus de chances que cette tendance haussière-là s'arrête. Parce qu'on a déjà un ralentissement, donc une divergence RSI. Techniquement, il faut juste que ça se confirme par la cassure de ce dernier creux. Comme ça. Bon, jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas encore de biais. Je ne sais pas s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Je sais tout simplement qu'on est en journalier, on est dans une tendance haussière, mais une tendance qui est en train de montrer des signes de faiblesse, donc qui pourrait s'arrêter, tout simplement. Maintenant qu'on a fini avec le daily, prenons encore plus de hauteur en allant cette fois-ci en weekly. En weekly, on a des sommets et des creux qui n'arrivent pas à faire des nouveaux extrêmes. C'est-à-dire ce sommet-là, il n'est pas plus haut que ce dernier sommet. Quand on prend ces creux-là également, c'est presque au même niveau. Donc, on a ici une information capitale. Le weekly est dans une phase de range. Et ça, c'est une information qu'on n'avait pas quand on était en journalier et en H4. De plus, le marché est dans la partie haute du range et dans la partie supérieure du range. Ici, donc, le weekly nous donne deux informations. Le range et le fait que le mouvement actuellement se trouve dans la partie supérieure du range. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec ces données-là de mettre en place des scénarios puisqu'on sait comment trader un range. Tout le monde sait comment on trade un range. On a deux stratégies. Soit on trade la cassure du range, que ce soit par le haut ou par le bas,
ou alors un rebond, donc une continuation du range, donc un mouvement comme ça, puis là, puisqu'on est actuellement dans cette partie-là du range, c'est les deux possibilités-là qui nous intéressent. Donc, je vais supprimer ceci. Il n'y a que la cassure et le rebond qui nous intéressent. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est-à-dire, c'est soit la cassure du range, soit la continuation du range. Alors, voilà, on revient en daily. En daily, techniquement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Trois choses. La première chose, c'est qu'on reste bloqué dans cette zone-là, que le prix vienne là et qu'il végète entre ces deux niveaux de prix. Donc, on va avoir un range dans la partie supérieure du range weekly. Deuxième scénario, qu'on casse ce dernier creux-là. Donc, puisque si on casse le dernier creux comme ça, il y a des chances qu'on observe un mouvement baissier. Troisième scénario, si on casse ce niveau-là de prix, donc cette résistance ici, vers le haut, il y a des chances qu'on ait un mouvement haussier. Donc voilà les trois scénarios, les trois possibilités qu'on peut techniquement avoir. Donc, bon, je vais effacer tout ça. Okay. Donc, comme je le disais, premier scénario, le marché vient casser ce dernier creux et ensuite il fait un mouvement baissier. Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, au niveau de la dynamique, quelles sont les forces qui pourront soutenir ce cas de figure-là? Alors, je rappelle que ce mouvement haussier-là a été créé par l'escalade qu'on a eue au Moyen-Orient le 28 février dernier. Je rappelle que les États-Unis, conjointement avec l'Israël, a attaqué l'Iran. Donc c'est là tout a commencé. Et comme par hasard, si on retourne par exemple en weekly, comme par hasard, le marché était déjà revenu dans sa partie basse avant que cet événement-là, l'escalade, ne vienne et qu'on ait maintenant un mouvement haussier. Okay? Ce qui fait que le range est parfaitement respecté. Donc, je retourne en journalier pour dire aussi que le prix, en fait, la seule donnée fiable, c'est le prix. Parce que là, c'est le prix qui nous montre que actuellement le marché a choisi le dollar comme valeur refuge. Ce n'est pas le gold, ce n'est pas le yen, ce n'est pas le bitcoin, mais c'est le dollar. Actuellement, c'est le dollar qui est considéré comme valeur refuge. C'est pour ça que ça prend de la valeur. Donc, pour que ce cas de figure-là, ce scénario baissier, donc rebond, se concrétise, fondamentalement, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que il y a eu peut-être une trêve, un accord entre ces deux pays, c'est-à-dire que la guerre peut-être s'est arrêtée parce qu'ils ont trouvé un accord et donc la zone, le Moyen-Orient est stable. On pourrait avoir un retour de risk on, ce qui fait que les gens vont maintenant sortir leur argent du dollar pour le risquer, par exemple pour le placer dans des actifs plus risqués. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y ait pas d'accord et que le conflit prend une autre
tourne, c'est-à-dire le conflit se prolonge dans le temps. Okay? Ces deux pays-là, ou alors ces trois pays-là, n'arrivent pas à trouver un accord, une trêve, et donc le conflit continue, se prolonge. Dans ce cas, on pourrait avoir, et techniquement, cela va se matérialiser par quoi? Par la cassure de ce mini range là ici, donc la cassure de cette zone là, et donc on pourrait potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a des chances, hein, c'est des possibilités, il y a des chances que le marché fasse ceci, un mouvement haussier, comme ça. Troisième scénario, que les prix restent bloqués dans cette zone de prix. Donc on a, comme je le disais, un range dans un range. On a un range dans la partie supérieure du range weekly. Ok? Et donc dans ce cas-là, c'est par exemple si on a une indécision, c'est-à-dire que les marchés n'ont plus de catalyseur parce que la guerre ne s'arrête pas vraiment. Il n'y a pas non plus de paix claire, nette. Et donc, le marché serait forcé d'attendre d'autres catalyseurs, d'autres événements en fait. Et donc, ça pourrait expliquer ce troisième scénario-là, qui est le range. Parce qu'au final, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais même s'il y a ce scénario, ce troisième scénario-là, on finirait par casser ce range-là par le bas ou par le haut, en fonction des événements, en fonction de l'évolution qu'on peut avoir face à ce conflit-là. Donc voilà un peu mes trois scénarios sur le DXY. Alors si tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais bien faire de cette analyse-là du dollar, si tu sais que tu dois acheter le dollar, il va falloir vendre quelque chose. Donc vendre l'euro-dollar, la paire euro-dollar, vendre le GBP-USD, vendre le gold par exemple, okay? Acheter le dollar yen, acheter le dollar CHF. Et si par exemple tu veux vendre le dollar, tu vends le dollar yen, tu vends le dollar CHF, tu achètes l'euro-dollar, tu achètes le gold, etc. etc. Okay? Donc c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une analyse multi-time frame. Donc on voit l'analyse dans toute sa globalité. Okay? Et si par exemple je devais faire une analogie avec le sniper que j'aime bien, un sniper n'est jamais seul. Il est toujours assisté par un observateur, comme ça on l'appelle, par un observateur, dans certaines mesures, par un drone. Okay? Le drone, lui, il est en altitude, donc il peut voir tout le terrain, les mouvements importants, et donc comprend le champ de bataille dans son ensemble. L'observateur, lui, comme il est au sol avec le sniper, et il observe avec précision la zone ciblée, lui va avoir des détails que le drone est incapable de voir. Okay? Il va analyser la distance, les angles, les conditions et tout ça là. Le sniper, au final, c'est juste l'exécution. Lui, il attend le bon moment, le bon timing. Okay? Il attend le signal de son assistant, de son observateur. Donc, en quelque sorte, c'est ça en fait l'analyse multi-time frame. Parce que si on se limite seulement sur une seule unité de temps, comme c'était le cas par exemple en 4 heures, si on retourne en 4 heures, on ne voit pas tout ça. Tout ce que je viens de dire, du fait qu'on est dans la partie supérieure du range weekly, ok, qu'en daily, on est peut-être en fin de mouvement, on ne voit pas tout ça. Maintenant, si par exemple on revient, si quelqu'un veut faire l'intra-week, qui veut trader l'intra-week en H4, il sait que il a intérêt à surveiller cette zone-là, puis celle-ci. Parce qu'on pourrait peut-être avoir un range entre ces deux zones-là. Okay? Si par exemple les prix revenaient là, on pourrait peut-être chercher à acheter dans cette zone-là. Ou si les prix reviennent ici, on pourrait peut-être chercher à vendre. Ou si on casse, il a maintenant une tendance baissière. Donc il pourrait essayer de
de vendre toutes les tendances haussières qu'il y aura ici. Pareil, si on casse vers l'euro, il va essayer d'acheter toutes les tendances baissières qu'il y aura ici et exploiter les mouvements tout simplement. Voilà pour cette analyse du DXY. Comme tu l'as vu, tout dépend de la perspective. Donc, il faut souvent prendre du recul, regarder les unités de temps supérieures, faire ce qu'on appelle du multi-time frame. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel est ton scénario sur le DXY? Est-ce que tu es plutôt acheteur ou vendeur dans ce contexte? Si la vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker, ça aide énormément. Tu peux aussi la partager à quelqu'un qui t'aide, ça pourrait vraiment l'aider à éviter certaines erreurs. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses. On va continuer à décortiquer le marché ensemble. À très vite.